Bienvenue à tous. Après 3 semaines d'attente, Alger répond indirectement à la main tendue du roi Mohamed VI. L'Algérie souhaite relancer l'Union du Maghreb arabe. Elle a pour cela saisi le secrétaire général de l'UMA pour l'organisation dans les plus brefs délais d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union. Une initiative qui, je cite, s'inscrit en droite ligne de la conviction intime de la relance de l'édification de l'ensemble maghrébin. C'est ce qu'écrit le ministère des Affaires étrangères algérien dans un communiqué. Alors comment expliquer cette initiative alors qu'Alger avait dans un premier temps boudé la proposition royale par la voie d'une source autorisée? À quoi s'attendre à présent? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Nabil Adel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, l'école de management. Amin Cheraghi également avec nous ce matin. Ayman Cheraghi, pardon, bonjour. Bonjour. Enseignant consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne et vice-président de Tizi. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de l'affaire Carlos Rosn, accusé d'avoir minimisé de moitié sa rémunération entre juin 2011 et juin 2015. Le conseil d'administration de Nissan n'a pas hésité hier. Il limoge l'emblématique patron franco-libanais qui a propulsé pourtant cette alliance Renault-Nissan-Mitsubishi au rang de premier constructeur mondial automobile, devant Volkswagen au premier semestre 2018. La garde à vue de Carlos Ghosn a donc été prolongée. Il reste muet dans sa cellule, n'a pas de traitement de faveur. 3 bols de riz par jour comme les autres détenus. Alors cette affaire va-t-elle avoir un impact sur cette alliance? Carlos Ghosn peut-il s'en sortir? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Mais quelle mouche a donc piqué Alger, Nabil Adel? En tout cas, Alger sait très bien ce qu'elle fait. C'est-à-dire aujourd'hui, le discours du roi a mis Alger dans une situation inconfortable. C'est-à-dire, moi, je vous tends la main. Toute réaction de refus de votre part, je mets à témoin la communauté internationale que c'est vous qui ne voulez pas avoir un dialogue. Et donc appel, on le rappelle, lors du discours de la marche verte, pour une normalisation des relations et pour la réouverture des frontières. Voilà, alors aujourd'hui, c'est une situation, et d'ailleurs je sais que du côté marocain, on ne s'attend pas à grand-chose, mais on fait ce qu'on a à faire. Comme ça, on montre à tout le monde que ça ne vient pas de nous, et que ça vient du voisin de l'Est. Alors maintenant, la réaction d'Alger, alors là, il faut toujours situer les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de succession à Bouteflika. Bon, on dit qu'il va se présenter un deuxième mandat en 2019, mais vu son état de santé, les choses peuvent basculer à tout moment. Donc là, il faut qu'on prépare une succession qui s'annonce plutôt pas facile, pour plusieurs raisons sur lesquelles on peut revenir plus tard. Mais aujourd'hui, face à la situation du Maroc, le Maroc a fait un double pas. D'un côté, il lance un appel à l'Algérie et de l'autre, il se déploie vers la CEDEAO. Alors, l'Algérie doit réagir de la même manière. C'est-à-dire, elle doit bloquer ce déploiement vers la CEDEAO, donc en essayant de ressusciter la moribonde UMA. Donc comme ça, au moins vis-à-vis de l'Union africaine, le Maroc ne pourra pas se déployer à la CEDEAO tant qu'il fait partie de l'UMA. Et ressusciter l'UMA, c'est envoyer un message à l'Union africaine pour leur dire, écoutez, il est déjà membre de l'UMA, donc il n'a pas à adhérer à la CEDEAO. Donc ça, c'est un geste qui est très intelligent de la part d'Alger. C'est pour ça qu'elle est passée par la voie de l'UMA et pas par l'ouverture d'un mécanisme de dialogue. Donc du coup, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le Maroc dise oui, on va nous aussi se réunir? Ah non, pas du tout. Ça serait une erreur de la part du Maroc. Ça serait une erreur de la part du Maroc parce que là, effectivement, il va faire 2 pas en arrière par rapport à la demande d'adhésion à la CEDEAO. Je voudrais juste finir, si vous permettez. Là, la bonne attitude, c'est de maintenir d'abord, on règle nos différends, puis on ressuscite l'humain, et pas l'inverse. Ayman Cheraghi, c'est un beau numéro de cirque auquel on assiste depuis maintenant un peu plus d'un mois sur cette question. Chacun y va à sa manière. Et je pense que c'est bien avant le discours à l'occasion de la marche verte. C'est lors de la sortie du rapport du Conseil de sécurité, le dernier rapport sur la situation au Sahara, et qui stipule noir sur blanc, pour la première fois, c'est écrit noir sur blanc que l'Algérie est une partie prenante du conflit du Sahara. C'est pas uniquement le Maroc et le Front Polisario, c'est Maroc, Front Polisario et Algérie. Donc, c'est écrit noir sur blanc devant toute la communauté internationale. Tout de suite après, Sa Majesté, lors de son discours, tend la main à l'Algérie parce que on leur dit clairement, ce n'est plus un secret. Tout le monde sait que vous êtes derrière le Polisario et que maintenant, les négociations doivent être tripartites. Donc maintenant, c'est vrai que nous avons nos différends. Est-ce que vous voulez qu'on se réunisse en apartheid en attendant les négociations de Genève et qu'on en discute, qu'on parle, qu'on voit nos problèmes bilatéraux entre voisins avant d'aller à Genève, peut-être qu'on
qu'on aura des pistes de collaboration, un terrain d'entente avant d'aller à Genève. Bon, déjà en Maintenant, 2013, Alger avait formulé des propositions pour un dialogue avec le Maroc, et dans ces propositions, il y avait l'appel au respect de la position algérienne sur le dossier du Sahara. Donc il y avait cette partie prenante qui était clairement dessinée, nette de la part de l'Algérie. Est-ce que là, il y a match nul, entre guillemets, cet appel royal, cette main tendue du roi Mohamed VI à Alger pour une discussion sur donc la reprise des normalisations des relations entre les deux pays, la réouverture des frontières, et puis maintenant ce communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien? C'est une fuite en avant de la part de l'Algérie. Nous savons tous et toutes que le problème de l'UMA, c'est le problème du Maroc et de l'Algérie. Les relations avec la Mauritanie, avec la Libye, avec la Tunisie, ils sont bonnes. Ce qui bloque, ce qui paralyse aujourd'hui l'UMA, c'est le conflit maroco-algérien. Donc, déclarer, ou bien, bon, je pense que ce n'est même pas une réaction indirecte par rapport à... Je pense que c'est une fuite en avant, que c'est une incapacité à s'asseoir table à table avec le côté marocain, Oui. utiliser un organisme international, oui, bien une communauté régionale, je dirais morose, en manque d'énergie, en manque d'idées, en manque de résolution. Aujourd'hui, le Maroc se positionne très fortement au sein de l'Union africaine. L'intégration à la CEDEAO est en train d'être étudiée. Honnêtement, pour le Maroc, à quoi bon servirait de faire revivre l'UMA si j'ai deux pas géants à l'intérieur de l'UA et à l'intérieur de la CEDEAO, sachant que le voisin, avec lequel nous sommes les principaux concernés par la paralysie même de l'UMA, s'il ne souhaite pas qu'on en discute et s'il ne souhaite pas qu'on en parle. Ouais, Nabil Adel, fuite en avant ou alors match nul? Non, l'Algérie marque un point, clairement. L'Algérie marque un point. Bien sûr, elle marque un point. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Elle vous met dans une situation de choisir. Si vous dites non à revenir à l'humain, je vais vous dire, alors pourquoi vous nous demandez de dialoguer? Si vous dites oui, vous êtes exclu d'office de la CEDEAO. Parce que vous ne pouvez pas faire partie de deux organisations régionales. Donc le match se poursuit. Là. Hein? Ah bah oui, bien sûr. La balle est dans le camp du Maroc. Ah bien sûr, maintenant il faut que le Maroc puisse avoir une réaction plus intelligente. Là, l'Algérie marque clairement un point. Aujourd'hui, c'est quoi le sujet? La position de l'Algérie ne va pas changer. L'Algérie ne fera pas de cadeau au Maroc, surtout l'ouverture des frontières qui va réanimer toute la région de l'Oriental, et l'Algérie le sait, ne fera pas de cadeau au Maroc sans contrepartie. Il faut pas oublier que l'ouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie, dans les années 80, s'est faite suite aux grèves qui ont eu en Algérie, qui ont conduit au mouvement d'ouverture. Donc l'Algérie était contrainte d'ouvrir, de s'ouvrir vers le Maroc pour absorber une crise interne. Aujourd'hui, elle n'a pas cette crise. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a changé dans la position de l'Algérie pour avoir un changement d'attitude. Pour quelle raison? En géopolitique, les événements n'arrivent pas comme ça. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Il n'y a pas d'élément déclencheur, peut-être le discours du roi, mais ça, c'est pas un élément suffisamment fort pour pousser l'Algérie à un changement d'attitude. N'oublions pas, vous vous rappelez tout à l'heure, 2013, l'Algérie a donné 3 conditions. Oui. Et l'une de ces conditions, bon, bien sûr, respecter la position de l'Algérie sur le dossier du Sahara, arrêter le Algerian bashing dans les médias marocains, et le plus grave, c'est voilà. Et le Maroc doit reconnaître qu'il est un acteur de trafic de drogue et qu'il doit arrêter ça. Donc, en d'autres termes, je vous tends la main, mais en sachant que vous n'allez jamais accepter. Et donc, dans cette configuration, vous serez soit, je vais dire oui à votre proposition et je m'exclus de la CEDEAO, soit je dis non et je passe pour celui qui ne veut pas dialoguer. Bien compliqué. On va voir comment bien le Maroc pourrait répondre à cette annonce de la part de l'Algérie. Vous restez avec nous ce matin. Nabil Adel, économiste, directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, l'école de management, est avec nous. Ayman Cheraghi également, enseignant, consultant, président de l'ONG SimSim Participation Citoyenne et tout nouveau vice-président de TISI. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec nos invités. Ayman Cheraghi, enseignant consultant. Vous êtes également président de l'ONG SimSim Participation Citoyenne. Bonjour. Rebonjour. Nabil Adel également avec nous ce matin, économiste et directeur du groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie de l'ESCA, l'école de management. Rebonjour. Bonjour. On parle donc avec vous de l'Algérie. Après 3 semaines d'attente, Alger qui a donc répondu de manière indirecte à la main tendue du roi Mohamed VI. On appelle à relancer l'Union du Maghreb arabe.
arabe, communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Tout à l'heure, Nabil Adel, vous nous disiez que pour l'instant, il va sans doute falloir que le Maroc réagisse, car la balle est dans son camp. Le problème, c'est comment réagir? Non, j'ai pas dit qu'il fallait réagir. J'ai dit que l'Algérie avait marqué un point. Maintenant, réagir, non, on n'est pas obligé de réagir. Ah, on n'est pas obligé. Ni immédiatement d'ailleurs. Ni immédiatement d'ailleurs. Ça, on prend tout notre temps. Ils ont pris 3 semaines, on peut prendre 3 mois. C'est-à-dire on n'a pas le couteau sur la gorge. On peut attendre, mais c'est pas une main tendue, c'est un piège. Aujourd'hui, il faut savoir que l'Algérie va essayer de régler une partie de ses problèmes à travers le Maroc. Donc, elle va pas faire de cadeau au Maroc, ni sur l'affaire du Sahara, ni sur l'affaire de l'ouverture des frontières, ni sur le cadre de l'humain. Donc, le Maroc avait bien vu le piège il y a quelques années. Donc, et depuis, il a rejoint l'UA, et puis maintenant, il se déploie en Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, Sa Majesté avait annoncé que la fin de l'UMA, donc il avait acté. Oui, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Alors, aujourd'hui, quand on passe par l'UMA pour ressusciter la relation bilatérale, qu'est-ce qui va se passer? Alors, si le Maroc dit oui, bien sûr, on va avoir une réunion d'eux, puis après, plus rien ne se passera. Et donc, on leur a fait sortir de la CEDEAO sans redynamiser l'UMA, parce que l'UMA ne va pas être redynamisé juste par la... Comment dire? Pas une réunion simplement. Pas une réunion ensemble, mais voilà. Oui. Donc, elle a été paralysée. Dernière réunion en 2016 d'ailleurs. Voilà, elle a été paralysée depuis plusieurs années, donc c'est pas ça qui va ressusciter. Et d'ailleurs, l'Algérie fait ça dans un geste plutôt protocolaire. Donc, on maintient en perfusion, on ne tue pas, mais on réanime pas. Donc, on garde le corps comme ça. Le jour où on en aura besoin, on va l'utiliser. Donc, le Maroc doit être très vigilant sur ce point-là. Et je pense que la meilleure réaction, c'est de prendre son temps, de bien étudier, mais la réponse doit être non. D'abord, on règle nos problèmes, on discute, et puis on ressuscite l'humain. Est-ce que la meilleure des réponses à Ayman Charagui, ce ne serait pas d'obtenir très rapidement, en bonne et due forme, cette intégration du Maroc à la CEDEAO? Qui risque de prendre un peu plus de temps. Exactement. Oui. Parce qu'il y a énormément de clauses, le cahier de charge est assez costaud, et les négociations peuvent durer des années. Maintenant, c'est vrai, personnellement, mon avis personnel, entre l'UMA et la CEDEAO, le choix n'est pas difficile à faire. Pas de photo. Bien sûr. Entre un voisin qui ne souhaite pas parler et résoudre la situation, entre une Libye déchiquetée par la guerre civile et dont l'avenir politique est incertain, entre une Tunisie en pleine souffrance économique qui est déjà avec des taux de chômage très élevés et avec une économie qui n'arrive pas à démarrer, c'est-à-dire que le choix se fait automatiquement si on veut être machiavélique sur le plan géopolitique. Maintenant, même ressusciter l'UMA, comme on l'avait dit, revient à ce que le Maroc et l'Algérie s'assoient et règlent leurs différends. Parce que le problème de l'UMA, c'est le Maroc et l'Algérie. Oui. Et donc... il y a la Tunisie également qui va intégrer la CEDEAO. En tant qu'observateur. En tant qu'observateur uniquement. Qu'observateur. Donc, et je pense que le Maroc ne doit pas réagir jusqu'à réunion de Genève. La réunion tripartite, Maroc, Algérie, Polisario. Là, c'est clair. L'Algérie nous dit que... Avec la Mauritanie également. Voilà. Et la Mauritanie aussi. Maintenant, l'Algérie, c'est clair. Ils ne veulent pas s'asseoir d'une manière bilatérale. Ça doit se faire à travers une institution aujourd'hui en faillite. Et du coup, je pense que le message est clair. Le Maroc va aller à Genève sans avoir au préalable eu une chance de s'asseoir face à face avec l'Algérie. À partir de là, le Maroc pourrait réagir face à cette... qui, à mon avis, comme l'a dit Sénébil, ce n'est pas une proposition réellement, c'est une manœuvre pour gagner un peu de temps, surtout pour acculer un peu le Maroc devant une responsabilité régionale. Et pour moi, là, c'est comme si on n'avait rien changé. C'est comme si cette main tendue n'a pas eu de réponse, et c'est comme si la proposition algérienne n'a pas d'écho. Donc on est resté au statu quo un peu, dans un petit jeu d'échecs où l'on se serre un peu, et les négociations de Genève vont être déterminantes par rapport à la suite de la relation entre le Maroc et l'Algérie. Ouais, c'est le prochain épisode, Nabil Adel, ces discussions de Genève à huis clos. Donc sur le dossier du Sahara, est-ce que là on pourrait imaginer peut-être que le Maroc puisse intelligemment répondre à la sortie de cette réunion? Écoutez, je pense que toute future réunion vont avoir les mêmes issues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un dossier qu'on va maintenir en vie pour quelques années encore, tant qu'il n'y a pas un élément géopolitique déclencheur fort qui va bousculer les choses. Aujourd'hui, je ne le vois pas. Donc, on va s'orienter vers une réunion terne où on va redire les mêmes choses, on va ressortir les mêmes dossiers, il y aura des joutes verbales.
des envolées lyriques de part et d'autre, et puis je pense pas qu'il y ait un changement palpable. C'est la raison pour laquelle le Maroc demande à ce qu'il y ait une discussion directe entre le Maroc et l'Algérie, parce que c'est ça ce qui va régler le problème. Tant qu'il n'y a pas cette discussion, le problème restera maintenu. Ce ne sont pas les institutions internationales qui vont mettre la pression ni sur une partie ni sur une autre, parce qu'elles ont des équilibres à gérer. Maintenant, l'Algérie ne voudra pas régler ce problème, parce que c'est une carte géopolitique maîtresse pour elle. Il faut compter sur le facteur temps. Peut-être que la génération qui a créé ce Frankenstein est en train de partir, et espérons que la nouvelle génération se retrouve avec ce passif et voudra peut-être le liquider, ou bien on va avoir affaire à une génération qui est encore plus radicale dans ces thèses. Mais je ne pense pas que les prochaines réunions puissent aboutir à un changement de quelque nature que ce soit, parce que les éléments préparatoires ne sont pas préfigurés d'un changement majeur qui nous permet de dire voilà, il y a quelque chose qui va pousser dans ce sens. Maintenant, la région n'est pas en proie à des menaces terroristes fortes, donc ça rassure les Américains et les Européens. Les frontières du côté sud de l'Europe sont plutôt bien maîtrisées, donc il n'y a pas de vague migratoire. Il n'y a pas un élément géopolitique qui poussera les puissants à dire non, là il y a un problème, il faut le régler. Justement, question de Safia sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques. Est-ce que le décès d'Abdelaziz Bouteflika, s'il venait à intervenir dans les prochains mois, peut-être avant les présidentielles ou durant la présidentielle de 2019 en Algérie, ça pourrait être un élément déclencheur du côté du régime algérien de peut-être regarder du côté du voisin marocain? Tout dépend de qui prendra le pouvoir par la suite, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une guerre de tranchées terrible en Algérie. Il faut savoir que Bouteflika a eu la main haute sur l'armée, parce qu'aujourd'hui ça fait presque 20 ans qu'il est au pouvoir. Donc tous les généraux algériens, ils étaient colonels quand il avait pris le pouvoir, donc sont ces généraux à lui. L'ancienne garde, les Ammari, les Belkhair, les Tsofer, qui sont tous morts, ou Tsofer il est à l'écart. Donc les hommes forts de la décennie noire sont soit morts, soit neutralisés. Donc il ne reste qu'à l'intérieur du clan de Bouteflika, éventuellement une partie de l'armée sous Gaïd Salah, qui peuvent aujourd'hui prétendre à une succession. Donc maintenant, tout dépend de qui va prendre la succession à la mort de Bouteflika. Mais je pense qu'il y aura comme une période d'instabilité relativement forte, et le Maroc doit se préparer au pire. Et je ne pense pas qu'avec le décès de Bouteflika, ça soit le meilleur moment d'ouvrir les frontières. Evan Cheraghi. La relève en Algérie, la relève politique, soit à l'intérieur du Front de Libération Nationale ou bien même à l'intérieur de l'institution militaire, j'ai peur, en tout cas en tant qu'observateur, qu'il n'y a pas d'homme sage. Il n'y a pas d'homme sage avec grand H. Il n'y a pas d'homme sage à l'intérieur, soit du parti de Front de Libération Nationale, soit à l'intérieur de l'institution militaire. Il n'y a pas de voix qui appelle à la négociation et à la concertation. Et je pense que la relève marchera dans la même lignée que de son prédécesseur. Et effectivement, ça pourrait être une période très trouble pour la région après la mort de Abdelaziz Bouteflika. Et on peut même, la situation pourrait s'empirer parce que la course à la présidence, elle laisse toujours des séquelles et des dégâts. Les prétendants sont là, ils sont en stand-by. Mais je ne pense pas qu'il y aurait un dénouement de la situation, parce que les voies de la sagesse et les voies de l'évolution, surtout l'évolution, parce que le système politique algérien, il doit évoluer. Il est bon maintenant pour maîtriser le pays, mais il n'épouse pas le progrès, la dynamique internationale, le monde nouveau dans lequel nous vivons. Je pense que le pouvoir politique en Algérie manque de ces hommes-là. Nabil Adel, pour conclure. Justement, je pense que tout dépendra de l'issue de la purge qui est en train d'être faite actuellement dans les cercles du pouvoir. Si cette purge est parachevée avant le décès de Bouteflika, je pense qu'on peut espérer une transition plus ou moins douce. Maintenant, si elle n'est pas parachevée et qu'il y a encore des centres de pouvoir autour de la présidence et que Bouteflika décède avant que ça soit réglé, je pense là il faut craindre le pire.